Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. On est ravis de vous retrouver, les vraies voix responsables spéciales femmes dirigeantes aujourd'hui, avec au sommaire de cette émission. La santé est un bien commun à l'heure où la crise de confiance dans le système de santé en France est à son paroxysme. Medintech, le salon de l'innovation médicale, souhaite renouer le dialogue entre les citoyens et les professionnels de santé pour mettre l'innovation et la technologie au cœur de la santé de demain. Et c'est une entrepreneuse qui a pris cet énorme chantier à bras-le-corps. Muriel Benita est avec nous, présidente et cofondatrice de ce salon Medintech. Elle sera avec nous dans quelques instants. Et pour être en bonne santé, il faut bien se nourrir, mais surtout pouvoir se nourrir. La France entière a été touchée par les files d'attente devant les banques alimentaires ou la hausse de la fréquentation des restos du cœur. Tiens, plus 20% dans le Lot, plus 25% dans le Doubs, plus 30% dans le Jura. Au total, 20% des Français ne s'alimentent pas correctement. C'est encore une femme qui a pris le taureau par les cornes en créant la start-up Bisque pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Faustine Calvarin sera avec nous. Et puis en cette journée internationale des droits des femmes, on rendra hommage à quelques entrepreneuses illustres dans le monde entier. Sylvain Bersinger est avec nous, auteur du livre Entrepreneuse de légende. Parti de rien, elles ont fondé un empire, publié chez Henrik B. et il y sera avec nous aussi. On vous souhaite la bienvenue. Ce sont les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et la population vieillit et le système de soins est en souffrance. Renouer le dialogue entre les citoyens, les professionnels de santé, c'est l'objectif de cette deuxième édition du Medintech, le salon de l'innovation médicale qui aura lieu à partir du 13 au 14 mars prochain au Parc Floral de Paris. Et c'est une femme qui a porté cette envie de démocratiser et de réhumaniser la santé. Notre invitée, Muriel Benita, est avec nous, présidente et cofondatrice du salon Medintech. Bonsoir. Est-ce qu'on a bien résumé? Mais superbement bien, j'ai plus rien à dire. Mais si vous avez plein de choses à dire. On a encore quelques minutes d'émission. Il va falloir réfléchir. On va d'abord parler de votre carrière, puisque vous venez de la Société Générale à des postes de dirigeante déjà sur l'innovation, sur la communication. Comment on passe de la banque à la santé? Quel est le cheminement d'abord du salariat et finalement à l'entrepreneuriat? Et pas du tout dans le même secteur. Non. Et pas du tout dans le même secteur, puisqu'effectivement j'ai commencé par faire beaucoup de finances, donc de la finance de marché, des financements déstructurés donc complexes, un peu partout dans le monde, et j'ai enchaîné sur de l'innovation. J'ai plongé dans le monde des nouvelles technologies pendant pas mal d'années. Et ensuite, quand j'ai rejoint la direction de l'innovation du groupe Société Générale en tant que directrice associée, je me suis plus plongée encore dans le monde des startups et des liens entre les grands groupes et les startups. Et j'ai pu appliquer mon goût pour les nouvelles technologies et l'innovation à fond. Et donc j'ai fait une très belle carrière. Et savez-vous que faire une très belle carrière, c'est fantastique. Mais savoir partir sous les applaudissements, c'est... Encore mieux. Encore mieux. Ouais, c'est très courageux. C'est très courageux parce que finalement on est plutôt très à l'aise. Exact. Et on saute dans le grand bain, comme on dit. Exactement. Donc je me suis dit que voilà, après quelques années bien réussies au sein du groupe, j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ce que j'ai fait, notamment avec cette idée qui m'est venue comme une évidence de travailler sur la santé comme quelque chose d'essentiel. Puisque c'est un domaine que vous connaissiez ou pas du tout? Alors je le connais parce que je suis entourée de pas mal de monde dans la santé, mais j'avais toujours refusé moi de m'y rendre. Et finalement, ça m'a rattrapé. Il ne faut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Exactement, c'est ce dont je me suis rendu compte. Mais non, parce que la santé, finalement, on est tous concernés. Enfin, on ne peut plus être un simple patient. On doit devenir acteur de notre parcours de soins. Mais quand on a travaillé à la Société Générale, on pense grands groupes pharmaceutiques, et on ne va pas les citer, mais il y en a énormément. Et vous créez un salon. Comment est venue cette idée ? Alors, je suis quelqu'un qui déjà innove pas mal. J'avais déjà organisé aussi pour le groupe Société Générale des gros événements qui ont rassemblé 6, puis 10, puis 16 000 personnes. C'est là où je suis partie sur les applaudissements. Et c'est donc pour moi une suite logique que de dire, si on veut parler ensemble de la santé, il faut se rassembler dans un endroit commun où on va voir ensemble ce qu'il y a de plus extraordinaire. Ce sont les innovations en santé, tout ce que la santé a de meilleur à nous offrir. Et quand on n'est pas du sérail, puisque vous n'étiez pas du tout dans la santé, vous êtes une femme, quel frein vous avez rencontré lorsque vous avez décidé de passer le pas? Est-ce que le milieu de la santé vous a bien accueilli? Comment ça s'est passé? Pas du tout. D'accord. Donc déjà, je suis allée radio, parlons vrai. Quand je suis arrivée, déjà, on m'a conseillé d'aller voir quelqu'un qui allait me donner quelques conseils en matière de développement d'une start-up, enfin plutôt d'une innovation, et tel qu'un salon. Et donc cette personne, en gros, m'a dit, moi je connais des ministres,
ministre, je suis là, j'ai déjà tout fait, je connais tout dans la santé, etc. Vous connaissez rien, vous avez donc aucune chance d'y arriver. Je vous le dis en toute bienveillance, mais vraiment, ne vous engagez pas. Donc là, quelqu'un d'autre qui est proche de moi m'a dit, écoute, je pense qu'il est au bout de sa vie, toi tu commences la tienne. Donc vas-y, fonce. Et je pense que ce sont les soutiens familiaux qui sont pour moi un des meilleurs atouts en la matière. Mais en général, on parle par exemple dans les hôpitaux qui a c'est pas les pachas, c'est les grands patrons de services. Quand on vient pas du milieu médical, en général, on vous dit ils ont plutôt de la condescendance. Parfois déjà pour ceux qui sont dans le milieu médical, mais quand vous arrivez femmes et pas issus du milieu médical, ils n'ont pas été très sympas avec vous. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi de la condescendance ? Peut-être, mais ça m'est égal. Je ne suis pas en train de regarder les obstacles. Moi, je passe là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est de valoriser ceux qui innovent. Donc, les startups, déjà, qui sont ravis de nous voir arriver. Les écosystèmes qui hébergent les startups, qui elles aussi ont besoin de faire en sorte que tout ce qui est fait soit visible. Et on n'avait pas d'endroit où montrer à tout le monde, à des milliers de personnes, ce qui est fait. Donc on a été reçus comme ah bah oui, finalement c'est une idée que nous aurions dû avoir. Donc ça peut susciter quelques réactions. Pourquoi pas moi, pourquoi l'autre. Et en plus j'ai un avantage quand même, venant de la banque et ne venant pas de la santé. L'avantage énorme que un autre regard peut-être. C'est que c'est un autre regard et j'ose entreprendre et ça me dérange pas, moi, de parler d'investissement, de ce type de sujet. Ce qui est intéressant du fait que vous ne veniez effectivement pas de la santé, c'est ce lien que vous avez créé entre le citoyen, qui lui, forcément, ne connaît de la santé que la sienne, ou est encore très mal, est plutôt apeuré de ce qui se passe aujourd'hui. On parle beaucoup d'innovation, d'objets connectés, de trucs, voilà, et que vous puissiez, vous, à travers ça, d'abord démocratiser, c'est ça que je voulais dire, et vulgariser peut-être un langage qu'on ne comprend plus chez les médecins ou en tout cas les personnels de santé. Voilà. En fait, l'innovation, c'est formidable. Mais il faut qu'il y ait une adoption des usages. Et donc, ceux qui innover par définition souvent dans leur coin. Et c'est vrai dans tous les domaines. Là, on dit on ne peut plus innover sans mettre au centre et dans notre réflexion la personne pour laquelle on innove. C'est vrai dans de nombreux domaines, dans la santé c'est encore plus vrai. Donc les patients eux-mêmes n'ont plus envie qu'on leur pousse des choses, ils ont envie d'être acteurs de leur santé. Et on est arrivé donc avec Dintex pour dire vous innovez, faites-le savoir, faites surtout en sorte que les nouveaux usages soient adoptés. Ouais, c'est ça. L'enjeu de tous ces sujets, c'est l'adoption des nouveaux usages. Et donc pour adopter, il faut réussir à provoquer l'émotion. Et comment on provoque l'émotion ? Et le changement, en fait, c'est en montrant. Par des rencontres. L'émotion permet cette adoption, ces changements qui doivent venir par ces rencontres. On dit souvent qu'il y a un problème de communication entre les médecins et les patients. Est-ce que quelque part, Made in Tech, c'est pas une manière de remettre du contact ? Exact. En fait, aujourd'hui, on ne réussira que tous ensemble, partout. Et dans la santé, c'est encore plus vrai. Un combat pour la vie, c'est pas du fait du seul médecin. Le patient doit être impliqué aussi dans son combat pour vivre mieux, vivre plus longtemps, en bonne santé. Et donc, le contact se fait par le fait que ceux qui innovent vont expliquer ce qu'ils font. Ils sont ravis de le faire dans des conférences, dans leurs ateliers, dans les villages que nous avons créés. Ils sont ravis de le faire, ils sont ravis de créer ce lien que les récipiendaires de toutes ces actions sont heureux d'avoir en direct et de pouvoir échanger avec des experts, les écouter. Le savoir, c'est le pouvoir. On rend le pouvoir à tout le monde comme ça. En tout cas, il y a 6 villages, une trentaine de conférences, 6 villages avec des thématiques différentes. Et ce que ça veut dire, alors vous parlez effectivement d'échanges entre les uns et les autres. Ce qui est important de dire aussi, c'est que la e-santé aujourd'hui va nous permettre non pas de nous soigner, mais aussi d'anticiper ce que nous pourrions éventuellement avoir. Oui, et la prévention en santé est essentielle. Made in Tech, c'est aussi vouloir promouvoir la prévention. On est pour une médecine préventive et non plus seulement curative, et de la télésurveillance, où quand on va suivre une personne et éviter qu'elle ait une rechute, parce qu'on va identifier en amont, grâce aux aidants qui sont autour, la personne elle-même, avec des questionnaires, avec un suivi qui n'est pas forcément uniquement lié au digital, on va pouvoir anticiper donc des problèmes futurs et les éviter. Et ça fait partie de la prévention. C'est vrai aussi en santé mentale.
Oui, bien sûr. pouvoir suivre les comportements des uns et des un vrai autres. Avec sujet l'intelligence aujourd'hui, hein. artificielle, par exemple, pour la bipolarité. Oui, alors c'est ce que nous sommes en train de découvrir en ce moment. Comment, grâce à l'intelligence artificielle, on peut agir, et on va parler avec le professeur Gérard Friedlander d'ailleurs dans une de nos conférences, détecter et donc agir en amont de dégradation liée à la bipolarité, en faisant en sorte que cette dégradation n'ait pas lieu et que l'on traite correctement, qu'on accompagne correctement les personnes. Alors on est arrivé à regarder, hein. On a vu aussi Apnil par exemple, dépistage de l'apnée du sommeil, des applications de suivi de l'évolution de la maladie de Parkinson. Oui. Ce sont des choses qui aujourd'hui peuvent sauver la vie de beaucoup de monde. Voilà, Apnéal, ça permet avec un simple smartphone de suivre l'évolution du sommeil d'une personne, de détecter si elle a de l'apnée ou pas. Et en cas d'apnée, si on ne traite pas, il peut y avoir des accidents cardiovasculaires extrêmement graves. Et il y a beaucoup de personnes qui font de l'apnée, qui ne le savent pas, qui ne savent pas être à l'écoute de leur corps même, parfois, qui se disent j'ai une fatigue pour ci, pour ça, etc. Donc on réapprend à être à l'écoute et en parlant, en partageant ces nouveaux moyens, on va permettre à ces personnes-là de détecter des choses et d'éviter que ça ne s'empire et de les traiter. Le but de Made in Tech, c'est aussi de faire des synergies dans le domaine de la santé, par les rencontres qui se font lors du salon entre professionnels. Oui, il y a des startups, il y a des grands groupes, j'ai parlé de ces liens privilégiés qui doivent se créer, des partenariats qui ont lieu. On a aussi une soirée spécifique B2B où les startups, les grands groupes peuvent se rencontrer avec des corporate ventures aussi et parler de financement. Donc ce sont des moments privilégiés pour créer ces synergies, pour faire en sorte que ceux qui innovent échangent leurs innovations avec d'autres et s'enrichissent les uns les autres. Un petit mot aussi sur le fait que vous soyez aujourd'hui, depuis 2021, je crois, labellisé. Alors, on était déjà l'année dernière sous le patronage de Monsieur Véran qui est assisté donc à Made in Tech. Ça fait toute la conclusion. J'étais à ses côtés. Et là, cette année, on est sous le haut patronage pour l'année 2023. Donc, le haut patronage du président de la République. Et nous aurons la présence lundi du ministre de la Santé et de la Prévention, Monsieur François Braun. Absolument. Et vous allez décerner des trophées aux startups et aux personnalités méritantes dans la e-santé. En tout cas, merci mille fois d'avoir été avec nous. Je rappelle que si vous voulez y aller, c'est du 13 au 14 mars prochain, c'est au Parc Floral à Paris. L'entrée, on s'inscrit, comment ça se passe ? Entrée gratuite, il suffit de s'inscrire sur notre site madeintex.com et là effectivement l'entrée est gratuite pour tous. Ah, ça c'est une bonne idée. Vous restez avec nous, ne partez pas, vous allez profiter puisque on va vous apprendre que le gaspillage aujourd'hui est vraiment au cœur de nos sociétés. On gaspille beaucoup trop. On va en parler avec une jeune femme qui a mis en place, qui voulait que ça cesse justement l'anti-gaspillage et qui va vous expliquer comment elle a créé un écosystème justement pour réduire ses déchets. Vous restez avec nous ou pour mieux les exploiter. On reste ensemble jusqu'à 20h, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et dans ces vraies voix responsables, on voulait donner la parole, comme on le fait assez régulièrement, à des femmes entrepreneuses qui se battent, qui trouvent des idées et qui les développent, avec brio. Et on va vous parler des chiffres du gaspillage alimentaire qui sont astronomiques. 10 tonnes à la minute, 1400 tonnes par jour, l'équivalent de 23 millions de repas quotidiens. Et pour ce faire, la start-up Bisque s'est lancée pour la lutte contre ce gaspillage. Et à la tête de cette start-up, c'est Faustine Calvarin qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes donc la fondatrice. C'est toujours alors déjà, je tenais à vous féliciter puisque vous êtes sélectionnée par Orange parmi les 12 femmes entrepreneurs 2023. Donc ça c'est déjà incroyable. On part d'un constat, quelque chose d'une colère de voir tout ce gâchis. Comment commence votre histoire ? Est-ce que vous étiez déjà dans une autre entreprise ? C'est la première. Et comment ça commence ? Parce que il faut forcément tirer un fil. En fait, je pense qu'il y a deux chemins et ça se porte un peu avec les tripes. Ouais. Je pense qu'il y a le premier qui est le chemin entrepreneurial où, pour ma part, je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite, pour rappeler une histoire. Je suis sortie d'école, j'ai travaillé dans une start-up et j'ai trouvé la fondatrice formidable. Et il s'avère qu'à ce moment-là, j'ai un ami qui voulait lancer une entreprise et il m'a dit Faustine, on y va. J'y suis allée, on a commencé dans le garage de ses parents et mes parents étaient pas du tout d'accord. L'aventure. Et finalement, comme on en parlait tout à l'heure, ces histoires d'entrepreneurs, on a toujours des difficultés, des échecs. J'ai eu une division d'associés, donc j'ai arrêté et je me suis dit, je n'y remettrai jamais les pieds.
Bien évidemment, j'y ai remis les pieds. Avec mon mari. On revient toujours à Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Exactement. Avec mon mari qui me dit ça suffit, je lui dis oui. Et finalement, en conviction personnelle, en 2018, je suis tombée enceinte parce qu'il y a dans le parcours professionnel des femmes. Et en fait, en 2018, j'ai eu 2 bébés. J'ai accouché de ma fille et en fait j'ai créé Bisque avec mon associé Fabien. Je viens du milieu de l'agroalimentaire. Ouais. J'étais responsable qualité. J'ai fait des constats graves, aussi dramatiques qu'ils sont et l'enjeu aussi important. Et un associé qui était dans le milieu aussi. Et en fait, on s'est rencontrés et on s'est dit, OK, il faut faire quelque chose. Oui. Et depuis 2018, vous avez déjà sauvé plus de 500 tonnes de denrées alimentaires, tant de produits bruts que de produits finis. Ça fait un paquet de repas, 500 tonnes. Racontez-nous. Complètement. 500 tonnes même annuelles. Oui, c'est ça. 500 tonnes annuelles. Mais effectivement, en fait, ça se construit. Aujourd'hui, on a construit une filière alimentaire. C'est vraiment de ça dont on parle. Pour valoriser les produits qui sont aujourd'hui refusés par les circuits classiques pour des petits défauts mineurs. Et donc, on va racheter ces produits et les ramener à restauration collective dans une démarche qui est gagnant-gagnante, qui est durable, qui réduit le gaspillage. Alors, pardon, je reviens du début pour qu'on comprenne bien. Oui. Ces produits, ils viennent des producteurs, généralement vers ou des supermarchés ou autres, et c'est eux qui refusent certains produits, c'est ça? Comment ça se passe? On se situe, nous, à la racine, avec les producteurs et les industriels. Aujourd'hui, on ne travaille pas avec la grande distribution. Donc, c'est vraiment du circuit court. On va racheter les produits qui viennent d'être fabriqués. D'accord. Mais qui ont un petit défaut, un petit peu trop petit, 1 gramme de moins, 1/2 centimètre de haut de différence d'un côté et de l'autre. Donc des petits défauts mineurs. Ils en faisaient quoi avant? Avant, ils jetaient? Il y a des voies, dont alimentaire, méthanisation, mais en fait des voies malheureusement qui tirent le produit vers le bas. Nous, ce qu'on veut, c'est retirer le produit vers le haut. Et comment on fait? On le ramène dans la restauration pour que les chefs les cuisinent et que les convives puissent le manger et s'engager. Donc concrètement, Bisque, aujourd'hui, c'est le leader de la distribution alimentaire anti-gaspi dédié à la restauration. Donc, en fait, on travaille avec des crèches, des écoles, des maisons de retraite qui intègrent, qui choisissent d'intégrer ces produits qu'on pourrait appeler moches, finalement, comme les fruits et légumes moches qu'on connaît tous, d'intégrer ces produits moches dans leur cuisine, dans les repas, pour réduire ce gaspillage. Et c'est pas parce qu'un produit est moche qu'il est pas excellent gustativement, soit dit en passant, hein. Complètement. Et dans les assiettes, vous verrez qu'une fois que c'est cuisiné, vous ne le saurez même pas. Alors, ce qui est fou, c'est que quand on regarde, vous avez créé 2 réseaux, donc un de fournisseurs, un de client, on va en parler. On commence par les fournisseurs, vous avez de tout, et là, je suis tombé de l'armoire. Même des producteurs de produits carnés, viandes et charcuteries et de fromage. J'imaginais pas qu'il y ait des jambons ou des fromages qui soient pas beaux. Expliquez-nous. Est-ce que vous avez déjà vu dans les rayons par exemple, de grande surface, vous avez des paquets de jambons? Oui. Les tranches de jambon, elles sont toutes à la même taille. C'est vrai. Très calibrées. Sauf que quand vous taillez un jambon, il y a l'entame. Oui. Et à l'entame, quand vous taillez, ça fait des tranches plus petites. Ou parfois, quand vous taillez, ça fait un petit trou dedans. Et aujourd'hui, on a des cahiers des charges qui font que une tranche avec un petit trou, ça ne se vend plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On demande aux producteurs de nous le mettre, de nous l'emballer. Et nous, on va ramener ce produit dans la restauration. Alors, c'est assez étonnant ce que vous dites, parce que je fais couper mon jambon, et la plupart du temps, on m'en donne l'entame. C'est-à-dire que c'est du jambon, mais on me l'offre comme si c'était quelque chose de pas de. Oui, exactement. Ce qui est dingue. Et à chaque fois, alors c'est très sympa parce que je le paye pas, mais ce qui prouve bien de ce que vous dites, que on me le donne comme si c'était presque impropre à la consommation. C'est la vision qu'on a en fait de ces produits aujourd'hui. Bisque, au-delà de la distribution qu'on a, on a une vraie activité de sensibilisation, de communication pour faire changer en fait la vision que l'on a de ces produits moches, qui en réalité sont excellents. Ce n'est pas des DLC courtes, ils sont très bons, ce n'est pas plus de travail. Ils sont français ? Ils sont français. Aujourd'hui, on s'est dédié au territoire français parce que notre filière alimentaire, elle a besoin d'aide. Mais est-ce que ça veut dire que pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez, pour lesquelles vous rachetez elles gagnent de l'argent en fait, elles perdent moins d'argent aussi? Alors déjà quand une entreprise malheureusement jette, ils payent. Oui. Donc on paye pour détruire. Oui. Donc déjà il y a un premier point. Donc effectivement on a décidé nous d'aller racheter ces produits à un prix qui est convenu ensemble pour que ça ne devienne plus finalement quelque chose qu'on paye, mais quelque chose qui nous ramène un revenu complémentaire. Alors, c'est incroyable parce que vous travaillez même
un jambon, c'est un produit naturel quand même quelque part, comme un fruit ou un légume. Vous travaillez même avec un fabricant de cookies. Moi, j'imaginais pas qu'il puisse y avoir des cookies qui soient pas vendables. Parce que ça peut se manger dans tous les cas de figure, soit dit en passant. Cette histoire est géniale parce qu'en fait, les cookies qu'on fait à la maison, ils ont le même problème. Quand cette entreprise française cuit ses cookies, il y en a toujours un qui est collé contre la plaque. Ça vous fait un cookie qui n'est pas rond. Et ce cookie pas rond, ça ne se vend plus. Alors qu'on dirait les cookies de nos grands-mères. Donc finalement, ces cookies, ils nous les mettent de côté parce que nous, on les rachète et on les ramène dans des écoles. Et en plus avec un intérêt économique. Donc finalement, on a des élèves qu'on sensibilise, qui mangent un super cookie français. Et en plus dans ces démarches de réduction du gaspillage. Et avec quel type d'entreprise aujourd'hui, j'imagine que vous faites aujourd'hui, le fait d'être sur Sud Radio peut-être appel à des entreprises qui pourraient vous proposer leurs produits, vous les démarchez, comment vous vous organisez? On a beaucoup d'agriculteurs qui nous écoutent, on était il y a une semaine au salon de l'agriculture, on peut vous le confirmer. Je suis ravie de l'entendre. Et on les embrasse. Alors Beesk, B-E-E-S-K, ce qui fait non, ça s'écrit pas pareil. Oui, effectivement, en fait, aujourd'hui ça marche au bouche à oreille. On a commencé en démarchant, on commence toujours par là. On appelle une entreprise, est-ce que vous avez des produits par hasard que vous n'arrivez pas à placer? C'est rigolo parce que c'est tellement tabou qu'au début, non, nous on ne gaspille rien. Je suis ravie pour vous. Bon, on a peut-être une petite ligne, et quand la confiance est mise en place, vous pouvez être sûr que la semaine d'après, on a un fichier avec une quinzaine de lignes, parce qu'il faut que la confiance s'installe, parce que c'est un sujet tabou qui parfois peut être tiré très dans le négatif. Absolument. Alors qu'en fait, il faut le ramener dans le positif. Mais ça veut dire que les communes aussi, puisque vous parliez de cantines, ça veut dire que les communes sont aussi proactives avec vous en disant, effectivement, on est dans un circuit court, on fait travailler les entreprises locales qui vendent aux cantines, qui vendent aux EHPAD. Alors effectivement, ce que je vais appeler le marché public, les communes, on a démarré avec la restauration collective privée. Et là aujourd'hui on s'attaque au marché public, au territoire, aux communes, pour effectivement leur apporter une solution territoriale, ou pourquoi pas même à un moment sourcer en local pour leur apporter du local anti-gaspi. Mais de toute façon, ce sujet doit être pris en main par, je dirais, les communautés, puisqu'il est extrêmement important. Vous travaillez avec les restaurants, vous faites même des animations, vous avez même créé le panier bisque. Comme on dit en occitan, Kézako. En fait, c'est qu'aujourd'hui, notre clientèle est la restauration collective, mais il faut toucher le convive et le grand public, parce que c'est eux qui feront changer aussi les mentalités, notre façon de fonctionner. Donc finalement, ce panier bisque, c'est une façon, dans son restaurant d'entreprise, de pouvoir aller chercher un petit panier de fruits et légumes bio, anti-gaspi, avec un prix très intéressant, et de pouvoir rentrer en fait chez soi avec ce petit panier. Donc c'est en fait engager le convive aussi, lui faire comprendre l'engagement qu'a son restaurant, et surtout lui faire comprendre ce qui se passe en fait en amont de la filière. Est-ce que ça passe par les enfants, visiblement? Vous parlez des cantines qui, eux, vont peut-être créer cette pédagogie des parents, parce que c'est toujours un peu c'est eux qui achètent finalement, in fine. Nos meilleures animations. Dans les collèges, en fait, les jeunes sont extrêmement sensibles à ce sujet, et beaucoup plus qu'on ne le pense. Et en plus, on s'attaque aussi aux lycées hôteliers qui font en train de former les chefs de demain. Et donc, on travaille avec des lycées hôteliers qui finalement rajoutent cette donnée anti-gaspi dans les cours. Et en plus, on leur apporte des produits, les cuisines, et du coup, ces futurs chefs savent très bien de quoi ils parlent. Faustine, quand on fait une projection en avant, là, on est en 2024, les projections de dire qu'on peut réduire le gaspillage de combien et dans combien d'années? Si on va, j'imagine que vous avez fait des projections, si on va sur votre ligne. Alors c'est toujours très difficile à répondre, parce que les volumes sont tellement importants que si on amenait l'anti-gaspi et qu'on prenait 10% du marché de la restauration collective française, on réduirait à peine 2% du gaspillage français. Mais non. Si, c'est une réalité. Et en même temps, ces 2% représentent tellement qu'il faut y aller. Oui. Il n'y a pas de sujet. Merci. Moi, je vais faire une confidence, je suis prêt à lutter activement contre le gaspillage des cookies. Mais qu'ils soient ronds, carrés, trop cuits, il n'y a aucun problème, je mettrai ma pierre à l'édifice. Et pourquoi bisque? Ça veut dire quoi? Bisque, c'est pour la bisque de homard, qui est un plat presque gastronomique qui est fait à base en fait de morceaux de plein de choses. Exactement, de produits qu'on ne consommerait pas. Bon, en tout cas, ça s'appelle Bisque. Allez voir sur le site internet. Faustine Calvarin était avec nous, cofondatrice de Bisque, et vous transmettrez nos amitiés à vos associés. Merci beaucoup. Maintenant que vous vous entendez bien avec eux, vous restez avec nous. Sylvain Bersinger est avec nous, et on parlera des entrepreneuses de légende dans quelques instants. À tout de suite.
Les vraies voix responsables avec des vraies entrepreneuses et on aime ça, en tout cas on les a gardées avec nous. Muriel Benita est toujours avec nous, présidente et cofondatrice du salon Made in Tech, je rappelle quand même du 13 au 14 mars au Parc Floral à Paris. Et puis on a gardé aussi Faustine, parce que c'est important. Faustine Calvarin est toujours avec nous, cofondatrice de Bisque, qui lutte contre le gaspillage alimentaire, et ça c'est une très bonne idée. Vous pouvez aussi aller voir sur leur site. Et puis un garçon, voilà, on s'est dit que pour aider Philippe David, on allait inviter un garçon en cette journée internationale des droits des femmes. On va conclure avec Sylvain Bersinger qui est avec nous, auteur de ce livre Entrepreneuses de légende, partie de rien, elles ont fondé un empire, publié chez Henrik B. On dit bien Henrik B? Oui, c'est ça. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Alors, ce qui est intéressant, parce que quand on regarde les livres que vous avez écrits, pourquoi ce livre, tout à coup? Qu'est-ce qui a généré chez vous l'envie de parler de ces entrepreneuses? Eh bien, en fait, avec mon éditeur, donc Henrik Barbillon, donc le fondateur de Henrik B, on avait déjà publié plusieurs livres sur des profils d'entrepreneurs. En fait, c'est une série, ça c'est le 6e tome de la série. L'idée à chaque fois, c'est d'avoir des sortes de recueils de biographies d'entrepreneurs, parce que on avait un peu l'idée est venue un peu spontanément. Je vais pas vous faire tout le film, mais j'ai toujours un peu une frustration quand je lis une biographie de 500 pages, d'avoir l'histoire de la vieille tante qui faisait les confitures, etc., et le chien qui est mort quand il avait 5 ans, etc. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Ouais. Et voilà, on va droit au but. Aller droit au but. Et là, l'idée, c'est d'avoir en fait le parcours des plus grands entrepreneurs en une quinzaine de pages, avec vraiment les points essentiels. Et vous les divisez donc en 4 thématiques. Les entrepreneuses de comestiques de la mode sont les 2 premières, avec des noms mondialement connus. Elles ont commencé à rien. Cosmétiques, pardon. Oui. De quoi parle-t-il? Elena Rubinstein, Estée Lauder, Elisabeth Arden, Jeanne Lanvin, Gabrielle Chanel ou encore Sonia Rykiel. Alors, on dit que les cosmétiques, et là je l'ai bien prononcé, la beauté, c'est peut-être les aspects les plus féminins de l'économie. C'est le domaine dans lequel les femmes ont le mieux réussi. Alors oui, c'est vrai que ce qu'on voit dans ce livre, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'entrepreneuses dans les cosmétiques, la beauté, la parfumerie, des domaines en fait assez féminins, où on attendrait plutôt des femmes. Alors la manière dont on a choisi avec mon éditeur les entrepreneuses dont on a parlé, c'est pas forcément une manière très scientifique. On a regardé un peu sur Internet et on s'est dit, alors quels sont les parcours qui nous tapent à l'œil, dont on pense qu'ils sont vraiment emblématiques, qu'on a envie de raconter. Donc c'est vrai que là, on a une forte représentation des femmes dans des secteurs, disons, traditionnellement étiquetés comme féminins, mais je pense que c'est une réalité. C'est-à-dire que effectivement, la plupart des entrepreneuses qu'on a trouvées étaient dans ces secteurs. Ils n'avaient pas dans l'industrie lourde, dans l'armement ou dans des secteurs qui sont plus traditionnellement masculins. Est-ce qu'on parlait des échecs tout à l'heure? Est-ce qu'il y a beaucoup d'échecs finalement dans leur parcours, ces femmes, ou finalement c'est un démarrage et c'était peut-être plus facile avant? Alors je pense pas que c'était plus facile avant. Non, il y en a qui ont eu des échecs ou en tout cas des hauts et des bas, disons. C'est rarement des trajectoires rectilignes où on commence petit et hop, on fait que grandir. Il y a souvent des cassures, des difficultés. Par exemple, The Body Shop, qui a été fondé par Anita Roddick, elle avait commencé avec un restaurant avec son mari, un hôtel-restaurant qui a pas marché. Et puis après, un peu par hasard, elle s'est mise à faire des cosmétiques bio. Donc oui, on parlait tout à l'heure des rebondisseurs. Il y a aussi des rebondisseuses. Je sais pas si le terme existe. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces femmes ont investi, sont devenues des entrepreneuses mondialement connues, alors qu'en France, une femme a eu le droit d'avoir un chéquier à son nom en 1965 seulement. Et Gabrielle Chanel ou Jeanne Lanvin ont commencé bien avant. Expliquez-nous ça, c'est extraordinaire. Oui, Jeanne Lanvin, même avant Chanel. C'est peut-être un de mes profils préférés du livre, parce qu'elle est assez peu connue. En fait, on connaît la maison Lanvin, mais on connaît peu le parcours de Jeanne Lanvin, qui a vraiment commencé dans les milieux très populaires de Paris, qui a commencé dans les maisons de couture, vraiment tout en bas de l'échelle, avec la petite main qui courait partout et qui était un peu la bonne à tout faire pratiquement, qui a commencé en faisant le ménage et les livraisons, et qui petit à petit, très obstinée, extrêmement travailleuse, qui a réussi à monter les échelons d'abord des maisons de couture, ensuite de fonder sa propre maison. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, le droit de vote des femmes en France, c'est en 1944 ou 5, je sais plus, jusque dans les années 50, pour travailler, pour ouvrir un compte en banque, il fallait l'autorisation du mari, etc. Et là, on a des parcours de femmes qui ont réussi dans des conditions, des environnements sociaux qui peuvent être très difficiles.
On peut penser à Madame C.J. Walker aux États-Unis. D'ailleurs, Netflix, on a fait une mini-série qui était une fille d'esclave à la fin du 19e siècle, qui est née vraiment dans un milieu extrêmement pauvre et qui a fondé sa marque de cosmétiques. Donc, qui était une femme et noire dans le sud des États-Unis, qu'on sortait de la guerre de sécession. Donc, c'était encore extrêmement raciste. La série est incroyable. Oui, la série est très intéressante, mais je crois que je le raconte mieux quand même dans mon livre. Mais enfin, le parcours est incroyable, donc il s'y prête très bien. La poupée Barbie, par exemple. Alors, la poupée Barbie, c'est un couple en fait, plus qu'une femme seule. Il y a dans le livre certains parcours qui en fait sont des couples. Par exemple, oui. Zara était confondée par un couple et le bon marché. Amancio Ortega et Rosalia Mera. Voilà, sa femme Rosalia Mera. La poupée Barbie, c'est à la base c'était le mari qui avait une entreprise de plastique, qui faisait des objets en plastique et qui avait des chutes de plastique. Et sa femme. Anti-gaspillage. Voilà, c'est un peu ça. C'était un peu le bisque du plastique. Voilà, c'est un peu l'idée. Et donc sa femme a eu l'idée, qui elle était plutôt femme au foyer. Le mari gagnait tout à fait bien sa vie avec sa grosse PME dans le plastique, et d'utiliser ces chutes de plastique pour faire des poupées Barbie. Et avec l'idée de faire ce qui est un peu l'image de la Barbie, des femmes sexy, puisqu'avant les poupées c'était un peu des gros bébés, un peu joufflus. Des poupards. Et elle s'est dit, je vais faire une femme sexy, qui est d'ailleurs devenue un peu critiquée par les féministes aujourd'hui comme étant un symbole un petit peu du modèle que la femme doit suivre. Et personne n'y croyait, son mari n'y croyait pas du tout. Et elle s'est obstinée, elle s'inspirait d'un magazine allemand qui avait qui avait créé une poupée très sexy pour un peu que les hommes s'offraient, notamment de vie de garçon, etc. Elle a repris cette idée, et donc son mari n'y croyait pas, les associés n'y croyaient pas, personne n'y croyait, et elle a fini par lancer, donc avec son mari en fait, parce que c'était plutôt l'entreprise de son mari, elle a fini par lancer cette poupée aux formes qu'on connaît, très, très sexy, et ça a été là pour le coup un carton alors d'emblée. Ouais. C'est incroyable. Oui, vous voulez dire un mot ? J'ai une petite question. Est-ce qu'à l'époque, il y avait toujours finalement un mari derrière une femme entrepreneuse, ou est-ce que ça a évolué ou est-ce que pas du tout Non, il y a beaucoup de profils. Alors il y a certains profils où effectivement c'est des couples. En 40 secondes. Mais non, la plupart des profils c'est des femmes seules, ou des fois c'est leur mari qui ensuite a rejoint le bateau. Mais la plupart c'est vraiment c'était des aventures féminines. Quand on voit Oprah Winfrey par exemple à la télévision, qui est quand même l'une des personnalités les plus riches presque des États-Unis, c'est un success story incroyable. Oui, alors qui a commencé d'ailleurs comme journaliste et qui ensuite a décliné sa notoriété en une marque en fait, puisqu'après elle a fait des émissions, des livres, des magazines. Donc c'est un parcours un petit peu différent puisque c'est autour d'elle. C'est autour d'elle. En fait, elle est devenue sa propre marque et sa propre entreprise. Donc elle a capitalisé sur son succès médiatique pour devenir ensuite une entrepreneuse à succès. En tout cas, ça s'appelle Les Entrepreneuses de légende, parties de rien. Elles ont fondé des empires. Sylvain Bersinger est avec nous aux éditions Henrique B. Et on est ravis en tout cas de l'avoir reçu. Vous pouvez... très bon bouquin. Ouais, c'est vraiment bien. On va le mettre sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment intéressant. Et puis, franchement, quand on vous écoute, que ce soit nos invités ou ces femmes, vous êtes très inspirants et ça fait du bien dans la suite, il y aura Muriel Benita et Faustine Calvarin. Absolument. Ouais, moi j'aime plus de mots. La petite entreprise, c'est vous, Philippe David. Non, mais moi je suis pas une femme. Non. Je ne sais pas ce que je vais faire de vous. Je vais vous mettre en tête de gondole et on verra ce qu'on fera de vous. Allez, vous restez avec nous en Sud Radio dans un instant. C'est Yvon Cujus. Oui, qui reçoit Clara Morgan. Ah, très bien, voilà, très bien. Et en attendant, conseil de famille, Stéphane Moller, à demain 17h, Cécile. Salut, à demain. Ciao.